Kinshasa, la capitale, Kinshasa, la belle. Nous sommes en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Les Concernés. Les Concernés, une émission qui reçoit pour vous comme ça les personnes de toutes tendances confondues lorsque le sujet que nous sommes en train de développer les concerne. Et aujourd'hui, nous parlons du métier de l'antiquaire. Qui est un antiquaire? Et je reçois pour vous comme ça Monsieur Aimé Lucien Mbungu, qui est un antiquaire. Bonsoir, Monsieur Lucien Mbungu. Bonsoir. Bienvenue dans notre émission. Merci. Et merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, c'est un honneur pour moi. D'accord. Vous êtes un antiquaire. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, un antiquaire, c'est tout simplement un marchand d'objets d'art anciens. Dans mon cas, je suis un marchand d'art ethnique. L'art ethnique du Congo, que les Congolais appellent communément en lingala, bikeko yaba suku, yaba choko, yaba pende, comme vous pouvez voir sur le studio ici. Dans toutes les bikeko qu'on voit dans notre monnaie. Exact. Donc, c'est en fait cette valeur-là que moi je montre aux autres. Je la vends, mais je la mets en exergue également pour présenter la culture du Congo. D'accord. Et quelles sont les études que vous avez faites pour devenir aujourd'hui un antiquaire? Alors, je voudrais vous dire déjà de prime abord qu'il n'y a pas une école qui forme à ce beau métier d'antiquaire. Moi, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait la section littéraire aux humanités et les beaux-arts à l'université. Mais, même si là-bas, en premier graduat, il y a un cours d'art nègre, en deuxième graduat, mais il n'y a pas une école qui forme à ce métier d'antiquaire. Donc, c'est une profession qu'on apprend dans le tas. Il faut avoir un lien. C'est-à-dire quelqu'un qui a été dans ce domaine et qui vous permet de pouvoir vous immiscer. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à être aujourd'hui un antiquaire? Alors, c'est une assez longue histoire. D'abord, je voudrais vous dire que moi, je suis un Eligo. Okay. Eligo, c'est élève de l'Institut de la Gombe. D'accord. Et en ce moment-là, nous avions la chance d'avoir quand même 99% de professeurs qui étaient expatriés, belges, français, allemands. Et déjà, en ce temps, ils nous ont appris la valeur de la culture d'un pays. Ils nous ont appris à aimer l'art ethnique du Congo. Aujourd'hui, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Eligo, où nous continuons de véhiculer ces valeurs en poussant nos enfants à les découvrir. Parce que notre souci est de continuer à perpétrer les valeurs qui ont été défendues par nos ancêtres. D'accord. Aujourd'hui, ce métier d'antiquaire, qu'est-ce que ça vous porte? Qu'est-ce que ça vous porte? Et puis, lorsque vous avez commencé à le faire, est-ce qu'il n'y a eu pas de critique? Parce qu'à vous voir avec toutes ces statuettes, on s'est dit que vous êtes un féticheur. Et moi, j'avais peur qu'en entrant ici en noir, que vous puissiez dire que je suis un magicien ou un fétichiste. Parce que c'est vrai, quand nous avons commencé à approcher l'art ethnique, au départ, c'était un de mes grands frères qui était antiquaire et qui m'avait parlé de cet art. Mais, comme moi j'ai fait les beaux-arts à l'université, cela m'intriguait. Je me disais, mais comment est-ce que mon grand frère était en mesure de reconnaître l'attribut d'un objet? D'accord. Alors, je lui ai écrit, officiellement, je lui ai écrit par le truchement de son ami une lettre pour lui demander de me former à ce métier. Donc, c'est votre grand frère qui vous a formé? Exact, oui. Et lui, il a été formé à l'école des grands marchands européens parce que même si aujourd'hui, nous n'allons pas nous appesantir sur le côté marchand de l'art ethnique du Congo, mais c'est grâce à ces marchands occidentaux que ce métier a été répandu dans la population congolaise. Et donc, par le canal... Donc, c'est lui qui vous a donné le goût de devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Exact. Et paix à son âme, mais grâce à ce goût, je l'ai accompagné dans plusieurs voyages ethniques à l'intérieur. J'ai appris à développer ce métier jusqu'à en comprendre la valeur et à en pénétrer en fait l'âme même. Et aujourd'hui, je dois vous dire que je ne regrette jamais d'avoir découvert ce beau métier qui malheureusement n'est pas connu dans notre pays. C'était justement ma question. Plusieurs ignorent ces métiers d'antiquaire. Déjà, entendre parler d'antiquaire, on s'est dit c'est quoi encore? Et puis vous parlez de l'art ethnique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien les anecdotes, madame. Quand j'ai aimé ma fiancée, celle qui est mon épouse aujourd'hui, elle a vu les objets qui m'entouraient. Elle s'est sans doute demandé, mais je n'ai pas affaire à un tradipraticien. Vraiment. Je lui ai dit que j'étais un antiquaire. Elle m'a répondu,
Mais les antiquaires, c'est dans les romans qu'on les voit. Okay. Et en Occident. Je lui ai dit, non, en voilà un devant vous. Donc, ce métier, madame, il existe bel et bien. Malheureusement, il n'est pas très connu par les Congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain rejet de l'art ethnique du Congo. La population congolaise n'accepte pas de faire un effort pour découvrir les valeurs qui sont cachées dans les œuvres d'art qui sont devant vous. Mais déjà, à voir ces œuvres d'art, on s'est dit que pourquoi s'approcher? Ça fait peur. On se dit que souvent, comme on nous a toujours raconté, que ça se trouve dans les maisons de féticheurs. Je pense que chez vous, il y a des gens qui entrent sans poser trop de questions. Cette peur, elle est légitime, madame. Je pense que si un enfant s'est déjà brûlé à un feu et que vous lui apportiez une bougie allumée, elle ne se permettra pas d'en toucher la flamme. Alors cette peur-là est justifiée. Vous savez, madame, ces objets-là, ni été l'Occident, nous n'aurons pas compris que c'était aussi des œuvres d'art en tant que telles. D'accord. Parce qu'en fait, au départ, quand nos ancêtres ont sculpté ces objets, c'était dans le souci de pouvoir nous laisser une base de données. Voilà pourquoi d'ailleurs nous définissons la culture comme étant un ensemble de valeurs et d'informations qui ont été récoltées par un peuple tout au long des générations et qui constituent une base de données à laquelle ce peuple recourt pour puiser la sagesse nécessaire pour continuer d'exister dans le concert des civilisations. Donc nous pensons que la culture, l'art ethnique du Congo, entre autres, c'est l'un des principaux éléments d'ascendance du peuple congolais sur les autres peuples. C'est l'âme du Congo. D'accord. Alors, en tant que tel, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons faire un gros effort, madame, nous en tant qu'antiquaires, pour transformer ce côté commercial en côté pédagogique aussi. Il y a un travail de pédagogie important à faire pour faire comprendre aux Congolais que l'art ethnique du Congo n'est pas sorcier. Alors, monsieur Lucien, quelle est la particularité d'un antiquaire congolais? C'est le fait d'avoir découvert l'art ethnique par le truchement de l'Occident. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'antiquaire congolais montre aux Congolais que l'art ethnique n'est pas sorcier. Parce qu'il manipule les objets, il les regarde, il les met en valeur et il les montre à sa famille. Peut-on montrer ce qui est mauvais à sa famille? Je ne pense pas. Donc, la mauvaise interprétation de l'art ethnique ne vient pas de nous, madame. Voilà. Aujourd'hui, certains ethnologues le disent, que c'était les voyageurs du passé et les missionnaires qui ont transformé l'interprétation de ces objets d'art. Mais déjà, lorsqu'on nous voyons dans des films, il y a quelqu'un qui tient une statuette et qui l'appelle à un nom d'une personne, et puis demain, la personne a un mauvais sort. Mais, madame, vous savez, comme vous venez de m'accueillir dans votre beau studio ici, oui. Si demain vous recevez une promotion, les gens vont dire c'est parce que vous avez reçu un magicien. C'est faux, madame. Okay. L'art ethnique est une écriture. Nos ancêtres, qui n'avaient pas la possibilité d'écrire parce qu'ils ne connaissaient pas cette écriture, ils ont utilisé de la matière comme le bois, l'ivoire, la pierre, la peau, l'os, pour écrire la sagesse qu'ils voulaient que nous puissions connaître aujourd'hui. Donc, chaque objet que vous voyez ici porte un message. D'accord. Et si je l'appelle écriture, l'art ethnique du Congo, c'est parce qu'en fait, madame, sur chaque élément, sur chaque objet, il y a des signes, il y a des éléments principaux qui nous permettent de comprendre le message et la traçabilité de tribus. Donc, chaque tribu a une manière particulière de faire des œuvres d'art. Donc, en d'autres termes, chaque tribu a une écriture particulière grâce à laquelle elle permet de pouvoir cristalliser une connaissance qui est censée être véhiculée après leur décès. Donc, madame, quand vous êtes devant une œuvre d'art, n'ayez pas peur de la toucher, une œuvre d'art ethnique. Donc, il faut connaître le message qu'il est en train de... Obligé. D'accord. Alors, l'importance d'un antiquaire dans la société, c'est quoi? Ici, au Congo, on nous prend quelquefois comme des croque-morts. Donc, c'est nous qui envoyons les gens dans la mort, mais c'est faux. Un antiquaire, c'est un collaborateur des historiens. C'est quelqu'un qui scrute
les messages contenus dans l'art ethnique et qui devraient les transmettre à des historiens. Nous sommes des collaborateurs des musées. Nous sommes des personnes qui montrent que notre pays a une valeur que nous devons véhiculer. La valeur ethnique. Il n'y a pas que la valeur ethnique, c'est la valeur marchande, les valeurs sociales. Par exemple, je veux vous dire que chaque objet porte un message social. Oui, oui. Nous allons y revenir là-bas. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez du mal à récolter tous ces objets d'art? Oui, ce n'est Ou pas c'est facile de les Ce trouver? n'est pas facile parce qu'en fait, déjà, à notre grand étonnement, même à l'intérieur, les gens ont peur des objets que nous pensons avoir été sculptés par eux et qu'ils devaient avoir maîtrisés. Quand vous allez à l'intérieur pour chercher des œuvres d'art, on va vous indexer. Mais heureusement qu'il existe quand même un réseau des personnes qui savent que cela peut leur rapporter de l'argent. Donc les fournisseurs viennent. Et comme moi, je suis responsable d'une galerie d'art dans un centre jésuite, nous recevons beaucoup de personnes qui viennent de l'intérieur pour présenter les objets. Donc, il y a un circuit qui existe qui nous permet de nous approvisionner. Ok. Oui. Alors, quels sont le genre de vos clients? Est-ce que vous avez plus de Congolais, plus des expatriés, ou il y a aussi de jeunes qui viennent s'intéresser? Pour la plupart de nos clients, donc je veux dire 90% est constitué de clients expatriés, belges, français, allemands, Donc ça se voit américains. que les Congolais ne savent pas la valeur de toutes ces statuettes. Ce n'est pas de leur faute, madame. Les gens ont peur. Les gens ont peur quand ils s'approchent de l'œuvre d'art qu'ils soient stigmatisés, qu'ils soient singularisés dans la société. Mais il y a une tendance depuis un certain nombre d'années, depuis une décennie, il y a un groupe de Congolais qui s'évertue à découvrir l'art ethnique du Congo et y investissent. Je voudrais vous rappeler, madame, que même si nous avons dit que nous n'allons pas nous attarder inutilement sur la valeur marchande, mais ces œuvres d'art sont comme des bijoux. Comme vous portez de l'or, ce sont des objets d'investissement. Les auteurs disent qu'un objet qui est bien acheté constitue un placement important. Alors, les Congolais qui ont voyagé de par le monde ont compris que l'art ethnique, comme l'art contemporain, constitue une valeur d'investissement sûr. Et certains comprennent aussi qu'il est temps maintenant que nous puissions mettre en valeur nos ancêtres. Autrement, eh bien, puisque nous le disons, si nous ne mettons pas en valeur notre culture, la RDC va disparaître. En parlant de la culture, c'est quoi la valeur de la culture pour un antiquaire? Nous pensons que la culture, surtout dans notre cas, l'art ethnique du Congo, c'est le seul élément principal de l'ascendance de notre peuple congolais sur les autres tribus, sur les autres pays, je veux dire. Pourquoi? Parce que, madame, les objets d'art que vous voyez ici, vous ne pouvez pas les aliéner. Il n'y a aucun pays qui soit en mesure de dire que tel objet m'appartient. Parce que nos ancêtres, quand ils ont conçu, quand ils ont créé ces œuvres d'art, ils ont mis des signes particuliers qui permettent la traçabilité de l'origine de ces objets-là. Quand vous amenez par exemple un masque pendé aux États-Unis, en France, en Allemagne, et que vous dites que cet objet vient du Tchad, du Gabon, les connaisseurs vous diront non, 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 cet objet est pendé, il vient du Bandundu. Comment le savent-ils? C'est parce que quand nos ancêtres écrivaient, en fait, tailler signifie écrire pour nous. Quand ils écrivaient, ils ont mis des symboles. C'est ainsi que vous avez dit que c'était une écriture. Tout à fait. Ils ont mis des signes qui permettent de reconnaître l'origine des objets. En tout cas, croyez-moi, ce n'est pas magie, ce n'est pas la magie. On ne peut pas se tromper sur l'origine d'un objet. Il y a des éléments sûrs qui ont été placés pour nos ancêtres pour permettre qu'il n'y ait pas confusion. Mais madame, applaudissons quand même pour ces gens-là. Vraiment, il faut les applaudir. Déjà, j'ai vu une calebasse ici. Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est l'écriture, en fait, de cette calebasse? Alors, je peux me permettre de la prendre dans mes mains. Je voudrais d'abord vous dire que cette calebasse est plus vieille que vous et moi. Waouh. Oui. C'est une calebasse qui est Yanzi. Vous allez me dire comment est-ce que je connais son origine. Okay. La calebasse, elle a été faite par Dieu. C'est une œuvre de la nature. C'est une calebasse végétale. Ah, donc on l'a cueillie? C'est la calebasse dans laquelle on prend la courge. Ok. Ah, d'accord, l'embika. Alors, nos ancêtres ont compris qu'en utilisant cette calebasse, ils peuvent conserver le vin de palme
tout en gardant la saveur. Exact, et l'arôme du vin. Mais pour particulariser cet objet, les Yanzi ont mis ce bouchon. Ça porte la marque des Yanzi. Ok. Donc, toutes les calebasses Yanzi qui ont un bouchon, ils portent un bouchon pareil. Donc, c'est déjà un code qui a été mis pour reconnaître cette tribu, l'origine de cette calebasse. Mais quelle est la valeur que véhicule cette pauvre calebasse qui est devant vous, bien conçue dans sa petite housse? Eh bien, nous voudrons, quand nous montrons cette calebasse, dire aux gens que nos ancêtres étaient très géniaux. Ok. Avez-vous imaginé le nombre de bouteilles et de verres qui sont cassés dans nos maisons aujourd'hui? Mais non. Et que nos ancêtres aient été en mesure de conserver une calebasse pareille pendant 100 ans? 100 ans. Quelle est la leçon qu'ils voudraient nous enseigner? La délicatesse dans l'utilisation de nos objets d'usage quotidien. Ok. Et cette valeur-là, nous devons nous battre pour pouvoir la véhiculer auprès de nos enfants aujourd'hui. Qu'il faut bien conserver Exact. les histoires à la maison. Mais que peut en être la conséquence? Vous dépenserez moins parce que vous n'achèterez pas chaque année des dizaines d'assiettes, des dizaines de verres. Okay. C'est une grande économie. Mais il y a un risque de pouvoir se blesser avec les éclats de verre. Mais si on n'en casse pas un seul, on ne va pas se blesser. Alors je veux dire que nos ancêtres étaient écolos parce qu'ils ont protégé le sol qu'ils ont hérité de leurs ancêtres en évitant d'y mettre inutilement des déchets. D'accord. Donc, madame, chaque élément de l'art ethnique a une valeur qui peut être véhiculée aujourd'hui et dont nous pouvons être fiers. D'accord. Alors, il y a encore des objets, des petits objets que j'ai vus là par terre. Je me demande, ça sert à quoi? Quelle est l'écriture de ces objets? C'est simple. Ces objets-là, excusez-moi, ces objets-là sont d'origine Soukou du Bandundu. Soukou? Oui. Vous connaissez peut-être le Soukou, c'est une tribu très connue dans le Bandundu. Et quelle est la particularité de ces objets? On les appelle kopo, comme nous appelons nos gobelets. Les gobelets, ok. Oui. Mais ce sont des coupes de réconciliation chez les Soukou. Quand donc un problème surgit, si vous et moi, nous avons un conflit, et que toute la société... Dans les couples, on peut dire, des fiancés, tout ça? Oui, actuellement, pour bien vendre ça, les gens interprètent ça comme ça, ils disent couple de mariage. Mais à l'origine, c'était pour réconcilier deux personnes ennemies. D'accord. Vous avez un problème, tout le monde sait que vous ne vous parlez pas. Mais quand vous vous êtes réconciliés et que vous avez enterré la hache de guerre, il faut en parler au chef. Et le chef va convoquer toute la communauté à l'aide de tambours. Il va dire un message. Et on vous donne ces coupes. Exact. On vous fait boire le vin de palme. Dans la même coupe, vous buvez. Et il dit, nos deux amis ne sont plus ennemis. Mais pourquoi est-ce que ce geste était-il important? Ok. Parce que comme aujourd'hui, nous quittons la maison le matin, nous venons au centre-ville. Le soir, nous repartons à la cité. C'est comme ça aussi que la vie était réglée d'une manière traditionnelle. Le matin, à 5 heures, les hommes allaient à la rivière. Ok. Tous. Les femmes au champ. Non. À 5h30, il faut quitter pour que les dames viennent à 6 heures. D'accord. Et la direction, c'est vers la forêt. Tout le monde vivait ensemble. Mais si l'un des ennemis connaissait un accident, il peut piquer une crise, il peut tomber du haut d'un arbre. S'il n'avait pas fait une réconciliation à l'aide de cette coupe, il peut être considéré comme étant l'agresseur de la... ok. Voilà pourquoi cette symbolique est très importante. Mais une manière subtile comme ça de régler un problème ne mérite-t-elle pas les applaudissements de la part de nos ancêtres? Ok. Alors, il y a encore l'autre masque qui est juste à côté de vous. Alors, ça, c'est pour quelle tribu? Je vais d'abord parler de celui qui est ici à gauche. Oui, oui. Ce masque, on l'appelle Mbangu. Mbangu. Non, Tundu, excusez-moi. Les Tundu. Ah, les Bapende. C'est un masque d'homme. Tundu. Je suis content que vous ayez reconnu. Mais parce que je suis de là. Exact. Mais savez-vous que vous devez être fier de votre ethnie, madame? Parce que les Pendés ont beaucoup de leçons qui nous apprennent. Ah, je suis désolé. Je suis très maladroit. Vraiment. Les Pendés ont beaucoup de leçons que nous pouvons puiser dans la sagesse de cette ethnie. Ok. Ce masque, par exemple, on l'appelle Tundu. Et vous avez déjà assisté une fois... Oui, oui, dans les cérémonies, j'ai vu des gens porter ça. Exact. Quand donc ils dansent ce masque, ils dansent en portant ce masque, on veut dire aux jeunes garçons,
C'est un masque qui est destiné aux jeunes garçons particulièrement. Vous allez me dire comment est-ce qu'on a écrit, où est-ce qu'on a écrit aux jeunes garçons. Mais c'est la pratique même, l'usage de ce masque qui nous le dit. On le porte pour dire aux jeunes garçons, attention, il ne faut pas abuser des jeunes filles. Ok. Il ne faut pas toucher aux jeunes filles. Qu'est-ce que fait ce masque? Pendant la danse, Tundu, on l'appelle aussi le fou, il vient déranger les jeunes filles, les touchant aux épaules, les touchant à l'arrière-train, embêtant les jeunes filles. Mais quand on le fait pendant la saison sèche, chez les Pendés, autour d'un grand feu, on veut dire aux jeunes garçons, ne vous conduisez pas comme ce garçon-là. Il est fou. Aussi longtemps que tu n'es pas marié, tu ne dois pas toucher une jeune fille. Tu dois respecter la jeune femme parce que c'est elle qui permet la procréation. C'est elle qui nourrit l'âme d'une ethnie par sa progéniture. Mais madame, une telle leçon, c'est tout ce que les sociétés actuelles veulent. Vous savez que j'ai toujours assisté à ces manifestations, mais je n'ai jamais su que le Tundu avait une signification. Ce n'est pas de votre faute, madame, parce qu'on ne vous l'a jamais dit. C'est pour cela que nous ne condamnons pas les Congolais du fait qu'ils ont un rejet de cet art. Mais ne vous en faites pas. Quand vous voyez cet objet-là, Tundu, c'est comme si on avait écrit « Jeune garçon, avant votre mariage, abstenez-vous d'avoir de relations intimes avec une jeune fille. » Ok. Mais quel beau conseil! Moi, c'est ce conseil-là que je cherche à inculquer à mon garçon. Je n'en ai qu'un. Je lui dis, attention, avant le mariage, pas de contact avec des filles. Sinon, tu vas salir la réputation de la famille. D'accord. Mais déjà, nos ancêtres étaient en mesure de pouvoir préserver la réputation d'une famille. Et nous les appelons sorciers, madame. Ok, alors, monsieur Lucien, il y a l'autre statuette qui est juste là. Quelle est l'écriture dans celle-là? Alors, si ce masque était celui des garçons, celui-là, par contre, c'est un masque de jeune fille. On l'appelle le Mwanampuo. 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 Le franc congolais, quand il a été créé, il a été appelé Mwanampuo aussi. Ok. La jeune fille. Ce masque représente une jeune fille initiée chez les Tchokwe. C'est un masque de jeune fille, oui. D'accord. Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est Tchokwe? La majorité des objets Tchokwe portent ce symbole sur le front. Ces petits carrés-là. Ça s'appelle Tchengeliengeli. Tchengele. Tchengeliengeli. Ok. Donc, quand la jeune fille était initiée, l'initiation étant l'école de la vie, chez les Tchokwe, comme dans toutes les tribus, chez les Pendés, on appelle ça Mukanda. Dans le Bas-Congo, on appelle ça Chikumbi chez les Woyo. La jeune fille est amenée à l'âge de 10 à 14 ans pour être enseignée. Elles sont enfermées dans une grande case au cours de laquelle elles reçoivent des conseils de la part des sages-femmes. Alors pendant qu'elles sont enseignées, on leur met sur le front un tatouage pour montrer qu'elles ont été initiées. Okay. C'était l'école de la vie. Si tu n'as pas ça, aucun garçon ne te regarde. Tu n'as pas étudié. Alors leurs dents sont limées. Ce sourire était indispensable pour la beauté. On limait à l'aide de papiers, à l'aide de feuilles végétales qui avaient des aspérités qui permettaient de limer les dents. Et on mettait également ces tatouages sur les joues. Vous voyez. Donc, lorsque vous voyez une jeune fille qui a toutes ces marques, vous vous dites que c'est celle-là qu'il faut épouser. Oui, parce qu'elle a étudié. Ce n'est pas dans un sens, je veux dire, de séparation. Non, c'est dans un sens constructif. Parce que quand une fille a étudié, c'est-à-dire qu'on lui a appris comment elle peut parler à un homme, comment elle peut faire la cuisine, comment elle peut prendre soin de son corps. L'initiation, c'était l'école de la vie. Okay. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Comme aujourd'hui, quand une jeune fille a terminé sa licence, elle peut se permettre quand même de se pavaner tout en se disant, bon, je mérite un respect. Les jeunes filles qui étaient initiées, elles étaient quelque peu orgueilleuses. Et quand elles terminaient leur initiation, c'était la grande fête. Des villages entiers se réunissaient. Et les jeunes filles portaient ce masque à l'aide de ce filet. Okay. La tête rentrait dans le filet et le masque était posé à même le front. Et ils dansaient d'une manière satirique. Donc, ils provoquaient les jeunes filles qui étaient initiées. Un peu comme s'ils leur disaient, mais écoutez, vous êtes initiés, mais c'est rien, c'est nous qui allons vous prendre en mariage. Parce qu'à la fin de l'initiation, c'était le moment pour les jeunes garçons qui étaient initiés aussi de leur côté.
Les jeunes filles, l'initiation, les jeunes filles étaient initiées pendant plusieurs années, 2-3 ans. C'était comme un graduat. Nous, les garçons, bon, c'était une initiation physique en général. Construire les maisons, abattre les arbres, chercher le vin de palme pour nourrir sa famille et tout. Donc, quand les jeunes filles terminent l'initiation, les jeunes hommes sont prêts à venir se choisir des fiancés. D'accord. Maman, moi, je vais prendre celle-là. Maman, moi, je souhaiterais me marier. Alors, les parents arrangent des rencontres au cours desquelles les deux familles vont parler de cette situation. Mais madame, nos ancêtres étaient capables de pouvoir éduquer les enfants de cette manière. Vraiment. Pourquoi les appelons-nous des sorciers? En tout cas. Alors, l'autre masque, monsieur Lucien. Alors, le dernier masque parmi les 3 que j'ai amené ici s'appelle Mbangu. Le premier s'appelait Tundu, celui-ci Mbangu. Il est pendé aussi du Bandundu. Ah bon? Oui. Vous avez remarqué, il a une particularité, c'est que le nez est tordu, son nez est tordu, oui. Même la bouche. C'est quoi l'histoire du Mbangu? Un visiteur rencontre quelqu'un assis à la croisée de 2 chemins. Il veut venir sur l'avenue Mont des Arts. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous m'indiquer le chemin qui mènera vers le Mont des Arts? Le monsieur fait ça. Comme le masque, vous avez vu. Hein? Ok. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne veux pas parler, j'ai mes soucis, laissez-moi tranquille, vous êtes sur la bonne voie, veuillez continuer. Oh là. Mais la personne qui a besoin d'informations est intriguée et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Le type ne parle pas. C'est quoi le problème? L'individu avait des problèmes à la maison. Il s'est peut-être chamaillé avec son épouse. Alors, il prend maintenant sa colère, il la garde toute la journée et il implique tout le monde dans cette colère-là. Quand donc on danse avec le Mbangu, on demande aux jeunes, il faut être civilisé. Vous avez des soucis, quand vous êtes dans la société, exact. Quand vous êtes dans la société, comportez-vous comme des smooth people. D'accord. Comportez-vous comme des gens dignes. Ça ne sert à rien de garder une colère qui va peut-être vous provoquer des maladies. Donc, mais, s'il vous plaît, madame. Donc, c'est les Mbangu. Mbangu, comment pouvez-vous dire que nos ancêtres sont des sorciers? Ok. Dans les livres d'art, on l'a appelé l'épileptique par les Occidentaux. Et que ça représenterait, je le dis au conditionnel, un enfant qui serait tombé sur un feu et dont le visage était déformé. Mais grâce au contact que nous avons eu avec des pendés, aux différentes conversations, nous avons compris l'interprétation de ce masque. Donc, entre ce conseil-là d'être courtois dans la vie et celui d'un enfant qui tombe dans le feu, qui est celui qui voudrait que son enfant tombe dans le feu? Personne. Vous voyez déjà comment un objet mal interprété peut provoquer la répulsion de la part des personnes qui l'observent. Donc, ce masque pendé est porteur de messages comme les autres là, que nous n'avons pas connus parce qu'il avait été transformé par les Occidentaux, les voyageurs du passé. Ok. Voilà. Nous en avons de trop. Et le masque, ça c'est quoi? Une statuette qui fait peur. Oui. Et pourtant, il n'y a pas de raison pour qu'elle fasse peur. C'est une statue qu'on a abusivement appelée fétiche Congo. Fétiche à clou, oui. Ok. On l'appelle carrément dans certains catalogues fétiche à clou. Mais ce n'est qu'une statue comme toute autre. À l'époque, on nous disait que tous les clous représenteraient un mauvais sort jeté sur quelqu'un. Mais c'est faux, madame. C'est un panneau d'avertissement. On dit aux gens, attention, quand vous commettez une infraction, il faut réparer. Sinon, le sort sera jeté sur vous. C'est comme si on mettait un panneau sur l'autoroute, on écrit 60 à l'heure. Attention. Si vous roulez au-delà de 60 à l'heure, qu'est-ce qui arriverait? Un accident. Raisonnons un peu par l'absurde. Mais madame, si aujourd'hui je vous disais, comme vous m'avez reçu, vous allez voir ce qui va vous arriver dans 2 ans. Mais vouloir ou pas, madame, quelque chose doit nous arriver un jour. Vous pouvez être malade, la malaria vous dérange. Vous allez dire, ah, depuis que M. Aimé Lucien m'a dit que je vais souffrir, voilà maintenant que je suis malade. Donc, il y a toujours une circonstance malencontreuse qui nous arrive tous. Ce n'est pas la statue qui nous rend malade, non. Mais malheureusement,
les Occidentaux du passé, les voyageurs du passé, les missionnaires, ont mal interprété ça. Ils ont demandé en fait aux Congolais, ils l'ont poussé dans son imaginaire pour créer des histoires qu'il était censé aller raconter à ceux qui l'attendaient en Occident. Mais comment est-ce qu'eux, ils sont arrivés à déchiffrer ce qui n'était pas vrai? Qu'est-ce qui se passait? Ils ne sont pas allés à la source pour savoir Les Occidentaux? Oui, oui. Ben si, ils étaient à la source. Au contraire, avant nous, nous devons les remercier pour ça. C'est grâce à leurs efforts qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les œuvres d'art ethniques du Congo. Mais quel était le problème? À l'époque, les voyages étaient très héroïques. Ils venaient en bateau, la communication n'existait pas. Donc vous venez pour 2-3 ans dans un pays où personne d'autre n'a mis les pieds. Vous ne savez pas quel est l'accueil qui vous sera réservé. Et quand ils ont vu les œuvres d'art et qu'au retour en Occident, ils savaient que la population les attendait, ils ont raconté des histoires qui parfois ne tenaient pas debout. Ok. Donc c'est leur mauvaise interprétation qui a fait qu'aujourd'hui, les Congolais, en fait, toute personne qui voit des statuettes, qui se dit c'est des fétiches. Exact. Le grand musée de Tervuren en Belgique vient de rouvrir ses portes après quelques années de fermeture pour des travaux. Dans le catalogue qu'ils ont sorti, ils ont dit de ces fétiches à clous que l'interprétation qu'on disait autrefois, c'était des inventions hollywoodiennes. Hollywoodiennes, excusez-moi, parce que nous parlons français. C'était des inventions imaginaires. Mais c'est tellement ancré dans la mémoire collective que les gens pensent que c'est vrai. C'est faux, madame. Pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple simple. Quand nous étions enfants, on nous disait, quand il y a un deuil dans le quartier, il ne faut pas aller dormir seul. Vous savez pourquoi? Non. Vous allez voir le mort dans cette chambre. Le défunt vous attendra là-bas. Alors même quand vous avez sommeil, on vous dit, allez dormir. Non,